Le ciel au-dessus de Paris scintillait d'un bleu cristallin en ce matin d'avril. Le vol AF 2374 s'apprêtait à décoller de l'aéroport Charles de Gaulle, transportant 150 passagers vers Marseille. Dans le cockpit, le commandant Jacques Dupont effectuait les dernières vérifications avec son copilote, Louis Mercier. Après 20 ans de service, Jacques connaissait chaque procédure par cœur, mais il n'avait jamais négligé la moindre étape du protocole de sécurité. Conditions météorologiques optimales, annonça Louis en parcourant les données sur son écran. La tour nous donne le feu vert pour le décollage. Le décollage se déroula sans incident, et l'appareil prit rapidement de l'altitude, laissant derrière lui la capitale française baignée de soleil. Les passagers, majoritairement des hommes d'affaires et quelques familles en vacances, s'installaient confortablement pour ce vol d'1 h 30. Parmi eux, un homme d'une quarantaine d'années, assis au fond de l'appareil, semblait particulièrement nerveux. Il jetait régulièrement des coups d'œil vers la soute à bagages, ses doigts tambourinant frénétiquement sur l'accoudoir. L'hôtesse de l'air, Sophie Martin, remarqua son comportement inhabituel mais l'attribua à une simple anxiété de vol. 30 minutes après le décollage, alors que l'avion survolait le centre de la France, Louis remarqua quelque chose d'inhabituel par le hublot. « Jacques, regarde là-bas, dit-il en pointant du doigt un petit groupe d'oiseaux qui volaient à une altitude anormalement élevée. « Étrange, murmura Jacques. Je n'ai jamais vu des oiseaux voler si haut, et leur formation est particulière. » Au fil des minutes, le nombre d'oiseaux augmenta progressivement. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité se transformait peu à peu en situation préoccupante. Les volatiles semblaient adopter un comportement coordonné, comme s'ils suivaient un plan précis. Dans la cabine, les passagers commençaient à remarquer le phénomène. Une petite fille pressait son nez contre le hublot, fascinée par le spectacle, tandis que sa mère, inquiète, cherchait du regard une hôtesse de l'air pour obtenir des explications. Sophie, qui servait des rafraîchissements, fut interrompue par les questions de plus en plus nombreuses des passagers. Elle maintenait son calme professionnel, mais son inquiétude grandissait à chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil par les hublots. Dans le cockpit, Jacques décida de contacter la tour de contrôle. Paris Contrôle, ici le vol AF 2374. Nous observons un comportement inhabituel d'un large groupe d'oiseaux autour de l'appareil. Demandons conseil et instructions. La réponse de la tour fut précédée d'un bref silence. AF 2374, maintenez votre cap actuel et votre altitude. Nous surveillons la situation. Tenez-nous informés de toute évolution. L'homme nerveux du fond de l'appareil était maintenant en sueur, son visage pâle comme un linge. Il sortit discrètement son téléphone et composa un message, « Quelque chose ne va pas. » Les oiseaux, ils savent. La situation dans le cockpit devenait de plus en plus tendue. Jacques et Louis observaient avec inquiétude le nombre croissant d'oiseaux qui entouraient désormais l'appareil. La lumière naturelle qui pénétrait habituellement dans la cabine s'était considérablement assombrie, créant une atmosphère pesante à bord. « Je n'ai jamais rien vu de tel, » murmura Louis, les yeux rivés sur son écran de contrôle. Leur comportement défie toute logique. Les oiseaux semblaient maintenant former une sorte de barrière autour de l'avion, se déplaçant en parfaite synchronisation avec l'appareil. Jacques tenta plusieurs manœuvres d'évitement, mais les volatiles adaptaient instantanément leur trajectoire, comme guidés par une intelligence collective. Dans la cabine, Sophie et ses collègues s'efforçaient de maintenir le calme parmi les passagers de plus en plus anxieux. Les questions fusaient de toutes parts, certains filmaient la scène avec leur téléphone, d'autres demandaient des explications sur ce phénomène inexplicable. L'homme du fond de l'appareil, maintenant tremblant de tous ses membres, se leva brusquement pour se diriger vers les toilettes. Sophie l'intercepta avec diplomatie, « Monsieur, je vous prie de regagner votre siège. Nous traversons une zone de turbulence. » « Vous ne comprenez pas, murmura-t-il, le regard hanté. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû. » Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, un choc violent secoua l'appareil. Un oiseau venait d'être aspiré par l'un des réacteurs. Les passagers crièrent, certains s'agrippant à leurs accoudoirs tandis que les masques à oxygène se déployaient automatiquement. « Moteur numéro 2 en difficulté, » annonça Louis, ses doigts volant sur les commandes. « Nous perdons de la puissance. » Jacques prit immédiatement les mesures nécessaires, compensant la perte de poussée tout en contactant la tour de contrôle. Paris Contrôle, ici AF 2374. Nous avons une défaillance du moteur droit suite à une collision avec un volatile. Demandons autorisation pour un atterrissage d'urgence. La réponse fut immédiate,
AF 2374, déroutez-vous vers l'aéroport le plus proche. Nous vous guidons. Mais les oiseaux semblaient avoir d'autres plans. Leur nombre continuait d'augmenter, et leur comportement devenait plus agressif. Ils se concentraient particulièrement autour de la zone cargo, comme s'ils cherchaient à atteindre quelque chose de spécifique. Sophie, passant près de la soute, entendit soudain des bruits étranges. Des sons qui ne ressemblaient en rien aux bruits habituels de la pressurisation ou des bagages. On aurait dit, des gazouillements ? L'homme nerveux, toujours debout dans l'allée, croisa son regard. Dans ses yeux, Sophie lut non seulement de la peur, mais aussi une profonde culpabilité. Il savait quelque chose, c'était évident. Pendant ce temps, Jacques luttait pour maintenir l'appareil stable avec un seul moteur fonctionnel. Les oiseaux continuaient leur balai mystérieux autour de l'avion, comme s'ils attendaient quelque chose. La situation semblait échapper à tout contrôle, et le commandant savait qu'il devait prendre une décision cruciale dans les minutes qui suivaient. La situation à bord devenait critique. L'avion, désormais à moteur réduit, perdait progressivement de l'altitude. Jacques et Louis travaillaient en parfaite synchronisation, leur expérience commune leur permettant d'anticiper les actions de l'autre sans même avoir besoin de communiquer. « Nous devons envisager un amérissage », déclara Jacques, son regard fixé sur l'horizon où la Méditerranée commençait à se dessiner. « Le moteur ne tiendra pas jusqu'à l'aéroport le plus proche. » Dans la cabine, Sophie avait finalement réussi à faire rasseoir l'homme nerveux, mais son comportement devenait de plus en plus erratique. Il murmurait des phrases incompréhensibles, jetant des regards paniqués vers la soute. Les bruits provenant du compartiment cargo s'intensifiaient, ressemblant de plus en plus à des cris d'oiseaux en détresse. « Mesdames et messieurs, la voix de Jacques résonna dans les haut-parleurs, nous allons devoir effectuer un amérissage d'urgence. Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de l'équipage. » L'annonce déclencha une vague de panique contenue. Sophie et ses collègues commencèrent immédiatement à préparer la cabine, vérifiant que chaque passager avait correctement attaché sa ceinture et compris les procédures d'évacuation. À l'extérieur, le comportement des oiseaux devenait de plus en plus étrange. Ils semblaient maintenant former des motifs complexes autour de l'avion, comme s'ils communiquaient entre eux. Leur nombre avait atteint un niveau sans précédent, créant une sorte de nuage vivant autour de l'appareil. « Quelqu'un doit leur dire », murmura soudain l'homme nerveux, agrippant le bras de Sophie. « Ils sont vivants, dans la soute, ils les appellent. » Sophie fronça les sourcils, commençant à comprendre. Les bruits dans la soute, le comportement des oiseaux, la nervosité de cet homme. Tout commençait à prendre sens, mais elle n'avait pas le temps d'approfondir ses soupçons. L'avion descendait maintenant rapidement vers la surface de la mer. Jacques maintenait un contrôle remarquable malgré les conditions difficiles, compensant la perte du moteur avec une maîtrise qui témoignait de ses années d'expérience. « Impact dans 3 minutes », annonça Louis, sa voix trahissant une tension contenue. « Les secours sont en route. » Les oiseaux, comme s'ils anticipaient l'amérissage, modifièrent leur formation. Ils se concentrèrent davantage autour de la zone cargo, leurs cris devenant plus intenses, plus désespérés. À l'intérieur de la soute, les bruits étranges s'intensifièrent également, créant une sorte de dialogue surréaliste entre les oiseaux libres et ceux qui semblaient emprisonnés. L'impact avec la surface de la mer fut viol mais contrôlé. Jacques réussit à maintenir l'avion dans une position relativement stable lors de l'amérissage, évitant une catastrophe majeure. L'eau s'engouffra immédiatement autour de l'appareil, créant une sensation d'instabilité parmi les passagers. « Évacuation immédiate », ordonna Sophie, guidant les passagers vers les sorties de secours. Les gilets de sauvetage se gonflèrent automatiquement alors que les premiers passagers tentaient d'atteindre les canaux de sauvetage. Mais à leur grande surprise, les oiseaux n'avaient pas abandonné leur poursuite. Au contraire, ils semblaient encore plus déterminés, plongeant vers quiconque tentait de s'éloigner de l'avion. Leurs attaques, bien que non létales, créaient une panique généralisée. « Retournez dans l'avion », cria Jacques, comprenant que l'évacuation était impossible dans ces conditions. Les passagers se précipitèrent à l'intérieur, trempés et terrifiés. L'homme mystérieux du fond de l'avion s'effondra sur son siège, sanglotant ouvertement maintenant. « Je devais juste les livrer. Je ne savais pas qu'ils étaient si intelligents. » Sophie s'approcha de lui, déterminée. « Monsieur, si vous savez quelque chose qui pourrait nous aider, c'est le moment de parler. » À l'extérieur, les oiseaux avaient formé un périmètre autour de l'avion, se concentrant particulièrement autour de la zone cargo. Leurs cris semblaient maintenant synchronisés avec les sons provenant de la soute, créant une cacophonie inquiétante. Louis,
qui avait rejoint la cabine, observait la scène avec stupéfaction. « On dirait qu'il communique » murmura-t-il à Jacques. Les secours approchaient au loin, mais les oiseaux formaient une barrière impénétrable autour de l'appareil. Les hélicoptères de sauvetage qui tentaient d'approcher étaient immédiatement repoussés par des nuées d'oiseaux déterminés. L'homme nerveux finit par craquer sous la pression. « Dans la soute, commença-t-il, sa voix tremblante, il y a des cages. Des oiseaux rares. Je devais les livrer à un collectionneur à Marseille. » Cette révélation fit l'effet d'une bombe dans la cabine. Les passagers, l'équipage, tous comprenaient maintenant la raison de ce comportement extraordinaire. Les oiseaux libres n'attaquaient pas, ils tentaient de sauver leurs semblables. Les équipes de secours, comprenant la gravité de la situation, déployèrent une nouvelle stratégie. Des spécialistes en comportement animal furent rapidement consultés, et une solution émergea, utiliser des dispositifs sonores émettant des fréquences spécifiques pour créer un corridor temporaire à travers la barrière d'oiseaux. « Nous allons tenter une évacuation coordonnée », annonça Jacques aux passagers. « Les secours ont un plan pour nous sortir de là, mais nous devons procéder avec précaution. » L'eau continuait de monter lentement dans l'appareil, rendant la situation de plus en plus précaire. Sophie organisa les passagers en petits groupes, prêts pour l'évacuation dès que le signal serait donné. L'homme responsable du transport illégal fut placé sous la surveillance étroite de 2 autres passagers qui s'étaient identifiés comme officiers de police en civil. Il continuait à marmonner des explications entrecoupées de sanglots, révélant peu à peu l'ampleur du réseau de trafic d'espèces protégées dont il faisait partie. Les dispositifs sonores furent activés, créant un corridor d'évacuation. Les oiseaux, désorientés par les fréquences, s'écartèrent momentanément, permettant aux premiers canaux de sauvetage d'approcher l'appareil. « Maintenant » ordonna Jacques, et l'évacuation commença. Groupe par groupe, les passagers quittèrent l'avion, guidés par l'équipage vers les canaux de sauvetage qui les attendaient. Pendant ce temps, une équipe spécialisée s'approcha de la soute. Les bruits provenant de l'intérieur étaient devenus plus distincts, plus urgents. Les sauveteurs, équipés de matériel adapté, commencèrent à accéder au compartiment cargo. Ce qu'ils découvrirent confirma tous les soupçons, des dizaines de cages contenant des oiseaux exotiques, certains appartenant à des espèces en voie de disparition. Les conditions de transport étaient déplorables, mais miraculeusement, la plupart des oiseaux avaient survécu à l'amérissage. L'opération de sauvetage se poursuivit pendant plusieurs heures. Les oiseaux en cage furent délicatement transférés vers des installations vétérinaires spécialisées, sous la supervision d'experts en protection de la faune. À mesure que leurs congénères captifs étaient libérés de la soute, les oiseaux sauvages commencèrent progressivement à se disperser, comme si leur mission était accomplie. Jacques et Louis, derniers à quitter l'appareil, contemplèrent avec un mélange d'admiration et d'humilité ce spectacle extraordinaire. « En 20 ans de vol, » murmura Jacques, « je n'aurais jamais imaginé être témoin d'une telle démonstration d'intelligence collective. » Les jours suivants, l'histoire fit le tour du monde. Les médias s'emparèrent du récit, mettant en lumière non seulement l'héroïsme de l'équipage, mais aussi l'incroyable comportement des oiseaux. Des experts en comportement animal furent consultés, tentant d'expliquer ce phénomène sans précédent. L'enquête révéla l'existence d'un vaste réseau de trafic d'espèces protégées. L'homme nerveux, maintenant en garde à vue, collabora pleinement avec les autorités, permettant le démantèlement de plusieurs filières importantes. Sophie, profondément marquée par cette expérience, décida de s'engager dans la protection des espèces menacées. Elle créa une association visant à sensibiliser le public aux dangers du commerce illégal d'animaux exotiques. Les oiseaux sauvés furent progressivement réintroduits dans leur habitat naturel, sous la supervision d'organisations de protection de la nature. Leur sauvetage devint un symbole de l'extraordinaire capacité des animaux à s'organiser pour protéger les leurs. Un mois après l'incident, lors d'une cérémonie officielle, Jacques, Louis et tout l'équipage furent décorés pour leur sang-froid et leur professionnalisme. Mais pour eux, la véritable leçon de cette aventure allait bien au-delà des honneurs. Ils avaient été témoins d'un message puissant sur l'importance de respecter et de protéger toutes les formes de vie. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que cette histoire extraordinaire du vol AF 2374 vous a touché. Pour continuer à explorer des récits aussi captivants sur la relation entre l'homme et la nature, nous avons préparé une playlist spéciale que vous trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui nous rappellent notre responsabilité envers le monde qui nous entoure.
Rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos réflexions sur cette incroyable aventure. À très bientôt pour de nouvelles histoires.